Bonjour à toutes et à tous. Et merci à ceux qui nous suivent régulièrement et merci aux nouveaux participants. Je m'appelle Monica De Virgilis, je suis administratrice et présidente de Chapter Zero France. Mon intervention va être très brève, vous allez vous débarrasser de moi tout de suite. Donc, je vais traiter 3 points très rapidement. Le premier, la logistique. Le deuxième, un petit rappel de ce que c'est Chapter Zero France. Et puis, très rapidement, la position de Chapter Zero France sur le net zéro. La logistique. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, comme pour les autres, va être enregistré et mis en ligne sur le site. Et les membres de Chapter Zero France vont aussi recevoir une fiche de synthèse, comme pour les autres. Les Q&A, les questions sont les bienvenues tout le long du panel et sur le canal Q&A. À la fin de la session, nous vous serons reconnaissants de remplir le formulaire de satisfaction et suggestions qui va apparaître sur votre écran. C'est très très rapide, c'est une ressource clé pour qu'on reste aligné avec vos besoins. Et puis pour toute information, demande sur Chapter Zero France, vous pouvez écrire à l'adresse contact qui apparaît dans cette charte. Voilà, j'ai fini avec la logistique. Un petit rappel de ce que c'est Chapter Zero France. Chapter Zero France a été créé au mois de décembre 2020. C'est une plateforme ouverte pour, avec et grâce aux administrateurs. La mission est de faire monter en compétence nos administrateurs sur les sujets climatiques, d'accélérer l'intégration des enjeux climat dans la stratégie et la gouvernance des sociétés et de créer une communauté d'administrateurs Monica, ton micro ne fonctionne plus. Merci Benoît. Des ateliers, je disais, des séminaires, conférences comme celui d'aujourd'hui, des échanges entre administrateurs sur des sujets émergents comme le Say on Climate qui va faire l'objet de la première rencontre à la fin du mois de juin ou l'évolution du comité d'audit, juste pour faire des exemples. Donc, les ressources et les webinaires sont ouverts à nos membres, tandis que les ateliers, les séminaires en présentiel et les échanges entre administrateurs s'adressent aux membres. Dernier point, la position de Chapter Zero France sur le net zéro. Alors, on reconnaît que c'est un concept très controversé. Nous, en tant que Chapter Zero France, nous reconnaissons et administrateur de Chapter Zero France, un panel formidable. Merci à tous. Merci. Merci Monica, merci beaucoup pour cette gentille introduction et la présentation des membres des membres du bureau du panel que je vais rappeler tout à l'heure. Bon, le thème c'est net zéro, tous les engagements se valent-ils, décryptage, c'est très très large évidemment. Mais ce qui est important de rappeler dans mes quelques minutes d'introduction, c'est d'abord que cette notion de neutralité carbone qui a été remise en lumière par l'accord de Paris a été après un peu éclipsée par des discussions autour de température, mais elle a solidement évolué au niveau des pays, même certains l'ont inscrit dans leur cadre législatif, des territoires, des villes, des associations, mais depuis quelques mois, a envahi le monde des corporates dans le sillage des initiatives préparant la COP de Glasgow avec le Race to Zero. Avec moi, 4 experts que je vais vous présenter tout à l'heure qui vont explorer, décrypter, comme dit le titre, le net zéro et le sens de cette prolifération d'engagement au niveau des entreprises, des agents financiers qui le reprennent pour eux, mais aussi pour leur portefeuille, ou les entreprises qu'elles financent, ou quels conseils pour les entreprises dans le service. La question centrale, évidemment, est l'efficacité de ces déclarations ou la cohérence mathématique des portefeuilles d'actions qui s'accumulent se pose aussi, compte tenu malheureusement des résultats objectifs encore un peu timides. Donc les engagements traduisent-ils une volonté nouvelle à la hauteur de l'urgence
comme des bribes des prochains rapports du GIEC nous confirment, ou est-ce au contraire des effets d'annonce sans vraiment effet de rupture, sans déclenchement de transformation nécessaire, une forme sophistiquée et un peu classique de déni ou de protection du statu quo? Donc nous allons en parler définitions, cas concrets, mesures, nous interroger aussi si le manque de définition claire est une donnée technique inhérente de ce problème que le marché, le législateur, les communautés ou vous et moi sommes habilités et même légitimes à interpréter. Le déclaratif est-il un plus nécessaire, mobilisateur d'énergie, une nécessité d'enthousiasme ou une porte ouverte aux abus de position des plus vocaux? Pour l'entreprise, cela mène aux notions d'influence, de responsabilité sociétale. Donc voilà le programme que nous allons discuter ensemble. Tout cela, sans oublier que nous abordons cette question avec l'angle et le regard des conseils et des administrateurs en cohérence avec la mission de Chapter Zero, comme l'a rappelé Monica. Donc le premier round, c'est une prise de parole de chacun des membres du panel qui va durer entre 4 et 5 minutes pour chaque intervenant. Et donc, je vais vous les présenter un par un. Nous allons commencer par Benoît Leguet, directeur général de l'Institut de l'économie pour le climat, qui va nous donner un éclairage un peu général et global sur cette question, sur la place de l'entreprise aussi dans ce paysage. C'est comment est-ce qu'on passe de neutralité carbone au niveau des États, qui était le premier piste de travail, vers l'entreprise. Comment passe-t-on de l'un à l'autre? Benoît, je te laisse la parole. Bien, merci Philippe. Bonjour à tous. Alors, je suis effectivement directeur de l'Institut de l'économie pour le climat, qui est un think tank qui a été créé en 2015 par la Caisse des dépôts et l'Agence française de développement. Notre métier, finalement, c'est de faire avancer le débat public autour des questions de financement de la transition vers une économie bas carbone et résiliente au changement climatique. Et puis, pour la petite histoire, je suis également administrateur de société. Donc, voilà, je vais dire, je suis des deux côtés de la barrière, en quelque sorte, aujourd'hui. Donc, je vais aussi un peu me parler à moi-même. Alors pour rappeler comme l'a dit Philippe, finalement d'où vient ce net zéro. Alors voilà, il y a plein d'engagements quand vous lisez la presse, partout vous regardez les sites web. Vous voyez, il y a des engagements qui fleurissent, des engagements qui peuvent être des engagements d'État. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, en France, nous avons un engagement de neutralité carbone à horizon 2050. Il y a également un engagement au niveau européen. On pense à la Chine aussi qui a un engagement à horizon 2060. Ça peut être également des engagements de territoire, ça peut être des engagements d'entreprise. Et donc finalement, on voit ces engagements net zéro fleurir. Alors, est-ce que tous ces engagements se valent? On va répondre à la question. Je vais donner quelques éléments en tout cas d'appréciation. Mais il faut bien comprendre d'où ça vient. Le net zéro, c'est au départ un engagement dans le cadre de l'accord de Paris. C'est-à-dire que finalement, tant qu'on n'arrive pas à zéro émission nette au niveau mondial, le thermomètre continue de grimper. Et donc, si on veut que le thermomètre arrête de grimper, que ça soit 2, 3, 4, 5, 6, 7 degrés ou même 1,5 degré, il faut ramener les émissions à net zéro dans un temps, évidemment, d'autant plus court que l'on veut que la température arrête de grimper rapidement. Traduisez, si c'est 1,5 degré ou 2 degrés, évidemment, il faut les ramener beaucoup plus rapidement à zéro que si on vise 6 ou 7 degrés. En gros, si on vise 2 degrés, il faut ramener les émissions à net zéro au niveau mondial, à horizon 2070, pour donner un ordre de grandeur, 2070-2080. C'est-à-dire qu'en gros, on a une cinquantaine d'années pour changer l'ensemble de l'économie. Alors, c'est pas le seul objectif de l'accord de Paris, et je vais parler des deux autres objectifs un petit peu rapidement, qui pour moi sont assez structurants quand même. L'autre objectif de l'accord de Paris, c'est favoriser la résilience et l'adaptation au changement climatique de nos économies, dans un climat qui va changer, même à 2 degrés. Et puis le troisième objectif, et ça va un petit peu nous occuper aussi aujourd'hui, c'est au niveau mondial, aligner les flux financiers avec les deux objectifs précédents. Je répète, aligner les flux financiers avec les deux objectifs 2 degrés et adaptation. Sous-entendu, nous sommes peut-être aujourd'hui dans un monde dans lequel les flux financiers sont pas complètement alignés avec ces deux objectifs. Et donc, aligner les flux financiers en bon français, ça veut dire simplement revoir de fond en comble la façon de fonctionner des flux financiers, c'est-à-dire, pour faire simple, de l'économie, industrie financière, mais également entreprise non financière. Voilà donc d'où ça vient. Donc, au niveau mondial, ça fait sens. Net zéro, adaptation et alignement des flux financiers, tout ça fait sens. Maintenant, si on descend au niveau, passons tout de suite au niveau des États, je pense qu'on peut dire aussi ça fait sens. En tout cas, les États, les États ou les congrégations d'États du type Union européenne ont pris des engagements. Maintenant, au niveau d'une entreprise, il me semble que la question se pose un petit peu différemment.
Alors, j'entends bien tous les engagements de neutralité carbone des entreprises, mais en fait, la question qui est posée aux entreprises, c'est pas tellement soyez net zéro. Évidemment, si toutes les entreprises sont net zéro, tous les acteurs économiques deviennent net zéro, on va répondre aux objectifs de l'accord de Paris. Mais il me semble que la question qui se pose aux entreprises est d'une autre nature. En fait, la question qui se pose à elles, c'est comment vont-elles contribuer à l'accord de Paris, à cet objectif mondial, net zéro, etc. Ou pour le dire différemment, quelle est, moi, ma place entreprise dans un monde neutre en carbone, résilient au changement climatique et dans lequel les flux financiers sont alignés avec les deux objectifs précédents? C'est plutôt cette question à laquelle il faut répondre et pas tellement savoir est-ce que je suis neutre en carbone oui ou non, ça c'est pas la vraie question. Il y aura des entreprises qui seront peut-être un petit peu émettrices, il y aura des entreprises qui sont peut-être un petit peu séquestratrices, mais globalement, il faut surtout que l'ensemble des entreprises soient compatibles avec un monde neutre en carbone. Donc voilà, ça c'est peut-être pour recadrer le truc. Merci. Donc voilà, le lien avec l'action corporate aussi, quelque part, ça veut dire quelque part la question que doivent se poser les directions et les administrateurs, c'est finalement, est-ce que mon activité en 2021, 2030, 2040, 2050, 2080 va être compatible avec le monde qui se dessine avec l'accord de Paris? Merci Laurent, c'est parfait. Je te repasserai tout à l'heure la parole parce que j'ai quand même besoin aussi de ton éclairage sur est-ce que tu estimes que l'État, en déclarant et en posant le problème, joue son rôle ou reste-t-il dans une position encore un tout petit peu hands-off? Et je suis sûr que les agents économiques aimeraient écouter ta réponse. Donc, pour l'instant, je passe la parole à Laurent, qui va nous amener du niveau global, si j'ose dire, au niveau macroéconomique et multisectoriel. Donc, Laurent est directeur du Capital Market Europe du CDP, que tout le monde connaît. Et qui donc va nous apporter son éclairage. Merci Laurent, à toi. Merci Philippe. Alors moi c'est Laurent et lui c'est Benoît. Excuse-moi. Parce que tu as dit que tu l'as appelé Laurent. Je suis ravi d'être là pour cette réunion de Chapter Zero. Merci à Monica, merci à Sophie Chambon également et à toute l'équipe. Je pense que l'initiative est excellente et il faut effectivement apporter de la prise de conscience de la part des boards par rapport à ces sujets. Donc moi, je vais venir un petit peu plus au niveau micro et je vais parler d'un acteur, d'un corporate particulier qui est l'institution financière. Parce que les institutions financières passent leur temps en ce moment à prendre des commitments. I'm going to be net zero committed by 2050, qui sont des effets d'annonce, qui sont des effets marketing et qui, pour l'instant, simplement un effet sans vraiment de résultats concrets. Et il y a une alliance de banques qui s'appelle la Net Zero Banking Alliance qui a été lancée il y a un mois. 43 banques ont rejoint cette alliance. En France, c'est la BNP, la Société Générale et la Banque Postale. Et quand on lit le commitment letter de cette alliance, on voit qu'il va falloir que les institutions financières, en l'occurrence les banques, calculent leur scope 1, leur scope 2 et leur scope 3 et prennent des engagements à 2030 de réduction de ces trois scopes et à 2050 avec des étapes intermédiaires tous les 5 ans et le publie de manière publique. Donc, je peux pouvoir dire maintenant que pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, on est très très mal barré, si je peux m'exprimer ainsi, parce que ça veut dire être net zéro committed pour une institution financière et a fortiori pour une banque, qu'il faut qu'elle transitionne tout leur portefeuille existant de prêts, de crédits, que ce soit aux individuels, aux entreprises, aux régions, ou leur portefeuille d'investissement en capital à travers l'asset management, vers un monde à 1,5 degré. Donc, ça veut dire que quand un crédit arrive à échéance, le prochain, si on veut continuer à faire un crédit, eh bien, il va falloir qu'il soit aligné sur 1,5 degré. Donc, il faut prendre ça en considération. Et la deuxième chose que ça veut dire que tous les produits existants à partir d'aujourd'hui doivent être alignés sur 1,5 degré. Donc, on n'est pas du tout dans ce contexte aujourd'hui. Et on sait, on a fait une étude il y a quelques mois qu'il y a un gap en Europe, on a fait cette étude en Europe, entre l'argent qui finance l'économie, donc je parle des prêts aux entreprises, l'argent d'entreprise qui dit vouloir être net zéro en 2050, et la réalité des entreprises, puisqu'il n'y a qu'une entreprise sur 10 en Europe qui est alignée sur un monde à 1,5 à travers un système qui s'appelle les Science Based Target Initiative, qui est aujourd'hui, me semble-t-il,
la mesure la plus robuste et la plus scientifique du scope 1, du scope 2, mais surtout du scope 3 des entreprises. Et il n'y a aujourd'hui que 750 sociétés qui sont approuvées. Il y en a 800 dans le pipeline. Et il faut augmenter de manière considérable ce nombre d'entreprises approuvées pour permettre aux investisseurs de pouvoir choisir des entreprises 1,5 pour que eux-mêmes finalement soient 1,5. Donc, et quand je reviens au commitment letter de la Net Zero Banking Alliance, ils disent qu'il faut calculer dans le scope 3 des banques, il faut prendre en compte le scope 1, le scope 2 et le scope 3 des entreprises. Or, aujourd'hui, les empreintes carbone qui sont faites par les investisseurs sont faites essentiellement sur la base du scope 1 et scope 2. On sait qu'il y a des problèmes de calcul, on sait qu'il n'y a pas encore un standard bien établi, on sait qu'il y a des problèmes de data, mais en tout cas, celles qui sont SBT approved, il y a le scope 3 puisque c'est un élément fondamental du process de donner un scope 3 qui soit extrêmement précis et non pas le scope 3 des voyages d'affaires ou de la commutation pour aller au travail, mais le scope 3 qui vient de mes fournisseurs et le scope 3 qui vient de ce qu'on appelle use of product sold. Donc, une fois que je vends mon produit, quelles sont les émissions qui vont être liées à ce produit. Il faut une autre chose que je voulais dire aussi qui est une synthèse de ce que nous avons de la part des institutions financières. Nous avons eu en 2020 330 institutions financières qui ont répondu au CDP. Et sur ces 330, il n'y en a que 25% qui ont rapporté quelque chose sur leur scope 3. Et quand elles rapportent quelque chose sur leur scope 3, c'est moins de 50% de leur total du scope 3. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a absolument aucune idée aujourd'hui dans le monde de ce que représente le scope 3 des institutions financières. Et peut-être encore une information, au niveau des boards et des executive committees, l'essentiel des incentives qui sont donnés dans les revenus variables de ces personnes-là est lié au scope 1 et au scope 2 de l'institution financière, dont on n'a rien à faire, puisque le scope 1 et le scope 2, c'est l'électricité ou bien l'énergie utilisée par le terminal Bloomberg. Et il n'y a que 20% dans les banques, que 20% des executive committee et certains membres de board qui sont qui ont une partie variable liée à la baisse du scope 3 de la banque. Et ça, il va falloir que ça devienne 100%. Parce que si on veut vraiment s'acheminer vers un monde à net zéro, il faut que ça vienne d'en haut et il faut que les performances de ces personnes-là soient liées à la mitigation, à l'atténuation du scope 3 de l'institution financière. Donc, il y a beaucoup de travail en perspective. Et après, on pourra peut-être parler des outils. Il y a des outils qui permettent de tracer ça, notamment les températures qu'il va falloir utiliser de plus en plus. Et donc voilà, c'était un focus sur les banques qui financent l'économie et je pense que c'était intéressant d'apporter cette. Absolument. Merci beaucoup. J'avais juste un point que j'aimerais que tu reprennes tout à l'heure, s'il te plaît. C'est comme l'a dit Benoît tout à l'heure, dans l'accord de Paris, il y a un volet adéquation des flux financiers. Toi, tu as présenté le volet disponibilité des instruments et disponibilité des cibles aussi pour arriver à cette adéquation. Et puis, tu as parlé du reporting. Est-ce que le reporting dont tu parles et que tu appelles de tes vœux pour arriver à un monde plus net zéro est compatible avec le reporting auquel les banques sont soumises? Toutes ces initiatives, par exemple du TCFD et toutes ces choses-là, sont-elles compatibles entre elles? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu noyés sous l'accumulation non seulement de target, mais aussi de reporting. Donc, si tu pouvais reprendre ça tout à l'heure. Non, on va finir le tour et après, s'il te plaît, très bien. Répondre. Mais comme tu as parlé, merci beaucoup Laurent en tout cas. Merci. Comme tu as parlé d'entreprise, maintenant on va donner la parole à Emmanuel. Emmanuel est directeur de développement durable du groupe Saint-Gobain et donc dans ce cas-là va être le grand témoin de l'industrie puisque lui-même, enfin son entreprise et son groupe, vous avez pris des commitments sur net zéro. Donc j'aimerais que tu partages avec nous un peu comment vous êtes arrivé là, quel était le process, quel est évidemment le fond et qu'est-ce que ça a donné concrètement à ton avis et qu'est-ce que ça va donner concrètement. D'accord, merci Philippe, merci à Monica aussi pour l'invitation. J'ai ma connexion internet qui est un petit peu instable, donc j'espère que j'arriverai à parler pendant les quelques minutes qui viennent.
Je voulais d'abord rebondir ce que Monica a dit au début, à savoir que des fois des concepts simples ou apparemment simples permettent de faire bouger les choses. Saint-Gobain, c'est une entreprise qui sert le marché de la construction et qui apporte en particulier de l'efficacité énergétique pour la construction. Donc on considère que nos solutions sont des contributeurs qui sont essentiels à la décarbonation de nos marchés. Mais au-delà de ça, nos solutions sont des solutions qui sont intensives en énergie. On produit du verre avec de l'énergie. On ne sait pas encore comment produire du verre sans énergie. Et donc, on estime qu'on a bien évidemment une responsabilité pour réduire notre empreinte carbone. Et ça nous a conduit dès 2015 à nous fixer des objectifs de réduction de notre empreinte. On s'était fixé à ce moment-là une réduction de 20% de nos émissions de gaz à effet de serre entre 2010 et 2025, et c'était un objectif qu'on s'était à l'époque donné en intensité. Puis comme progressant, on a estimé à l'été 2019 qu'il fallait aller un cran plus loin. Et avec Pierre-André Chalandard, le président de Saint-Gobain, on a pris cette décision de s'engager sur la neutralité carbone, en signant un pledge qui était en préparation dans le cadre du sommet de l'action du climat à New York en septembre 2019, pledge élaboré par le Global Compact de l'ONU et la Science Based Target Initiative qui a déjà été mentionnée. Et ça nous a paru important de le faire pour donner une boussole pour l'ensemble de nos équipes et l'ensemble de nos parties prenantes. Et je vous avoue que ça a été un petit peu audacieux de le faire parce que Saint-Gobain, c'est une boîte d'ingénieurs. Donc, on aime bien avoir des plans d'action bien définis avant de s'engager. Là, on savait pas trop ce que ça voulait dire. Et puis, on savait pas trop comment on allait y arriver. Mais on avait senti ce besoin de se donner une boussole. Et je vais y revenir. L'impact, même si les gens comprennent pas tout à fait ce que ça veut dire, même si tout ça c'est un concept qui est un peu mouvant. L'impact en interne en particulier chez Saint-Gobain a été extrêmement fort, à dépasser nos espérances en matière de momentum que ça a pu créer. Finalement, l'ensemble de nos managers avaient l'impression de comprendre de ce que ça voulait dire. Alors, pour être un tout petit peu plus précis, qu'est-ce que ça couvre pour Saint-Gobain? Ça couvre nos émissions de Scope 1, Scope 2 et nos émissions de Scope 3 qui ont été considérées comme pertinentes par la Science Based Target Initiative pour Saint-Gobain. Donc, c'est principalement, dans le cas de Saint-Gobain, le Scope 3 amont, c'est-à-dire les matières premières, tout notre transport, alors transport amont et aval. Ce qui n'est pas pertinent pour nous, vu le type de produit que l'on fait, c'est l'utilisation des produits vendus. Et bien évidemment, dans ce que je veux dire là, dans l'utilisation des produits vendus, le bénéfice des produits à l'utilisation, ce qu'on peut appeler d'une autre façon les émissions évitées chez nos clients, ne fait pas partie de cet engagement de neutralité carbone. C'est quelque chose qui vient en plus. Et notre objectif, c'est de réduire au maximum, autant que techniquement et économiquement faisable, d'ici à 2050, ces émissions. On ne sait pas si on arrivera à zéro. C'est possible qu'on y arrive, mais on ne sait pas si on arrivera à zéro. Donc, on se donne la possibilité d'une séquestration des émissions résiduelles. C'est-à-dire, quelque part, comme je l'explique en interne, de prendre le CO2 avant qu'il soit émis dans l'atmosphère et de le mettre quelque part de manière définitive. N'est pas inclus dans notre objectif la notion de compensation financière. Alors, pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'une part, on nous demande pas d'être net zéro carbone aujourd'hui. On s'engage pour 2050 et on s'engage à avoir des trajectoires qui soient sérieuses de réduction de nos émissions. Et aujourd'hui, moi, je suis pas capable de dire si on va arriver à zéro ou pas à zéro, ce qu'il faudrait faire en plus. Mais aujourd'hui, je me mets pas dans une situation où on n'y arrivera pas. Deux, ça détourne bien évidemment des moyens financiers. On s'est engagé d'accompagner notre feuille de route d'engagement financier à hauteur de 100 millions d'euros par an en moyenne pour les 10 prochaines années. Si on fait de la compensation financière, c'est autant d'argent en moins que l'on investit ou en R&D ou dans notre équipement industriel pour réduire effectivement nos émissions. Et puis surtout, je reparle de ce momentum interne, ça détourne les énergies en interne.
ça fait que un certain nombre de nos managers ont l'impression que le travail est fait et vont pas aller rechercher techniquement les solutions et mettre tout l'effort qu'il faut pour aller rechercher des solutions. Donc on est très content d'avoir pris cet engagement avec tout le flou qu'il peut contenir, parce que finalement ça conduit en interne à ce que les gens aient l'impression que réellement Saint-Gobain s'engage, et qu'ils veuillent contribuer, que nos managers, tous là où ils sont chez Saint-Gobain, veuillent contribuer à identifier des solutions. Ok, ben merci. Tu es un peu dur avec toi en disant que tu es resté dans le flou, parce que si tu t'occupes déjà du scope 1, du scope 2, du scope 3, de transport, et que tu es compatible avec le Science Based Target, tu es quand même relativement précis, il me semble, mais j'ai pas de bons points. Je l'ai dit au moment où on l'avait défini. Au moment où on l'avait défini. Entre-temps, on a progressé, effectivement. Ouais. En fait, et je trouve toujours très très éclairant aussi ton abordage d'abord par la mobilisation interne et la clarification autour de la raison d'être de l'entreprise. Je trouve que c'est vraiment quelque chose sur lequel on n'insiste pas assez, mais qui est très cohérent avec ce qu'ont dit Benoît et Laurent sur la place de l'entreprise finalement dans la décarbonation globale et donc la place des gens et la façon dont ils participent à tout ça. En tout cas, merci beaucoup. Je reviendrai tout à l'heure aussi auprès de toi. Maintenant, je vais donner la parole à Laetitia. Laetitia Tanqui de Ircantec, qui va aborder directement le rôle d'un participant agent financier. Donc on a parlé des responsabilités globales du marché financier et de ses difficultés. Et là, je vous remercie de bien vouloir donner le témoignage de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, et en particulier peut-être aller sur le terrain du rôle des agents financiers pour faciliter la transition, ou au contraire éliminer de leur portefeuille les gens que vous estimez ne faisant pas les efforts suffisants, ou aussi d'ailleurs l'interface avec le fameux Say on Climate dont a parlé Monica tout à l'heure. À vous. Merci, Laetitia. Vous êtes pas, votre micro est en mute. Merci. Parfait. Bon. Là, vous m'entendez? Très bien. Parfait. Ok, très bien, merci. Donc, Ircantec est effectivement un investisseur institutionnel, c'est une caisse de retraite, c'est la caisse complémentaire des agents contractuels des 3 fonctions publiques, donc fonction publique territoriale, d'État et hospitalière, et c'est aussi la caisse de retraite des élus locaux. Et le régime a 13 milliards de réserves. Donc, ces réserves sont investies dans sur les marchés financiers, donc de manière diversifiée, mais selon une charte d'investissement responsable. Et donc, les 2 raisons qui ont poussé l'Ircantec à adopter une telle démarche, à la fois pour des considérations financières, l'idée étant de dire que les critères, les éléments environnementaux, sociaux et de gouvernance peuvent poser des risques ou être source d'opportunités, donc ont des conséquences financières. Donc typiquement le climat, pour les cas d'un assureur, il vous dira que le climat a des conséquences sur son compte de résultat, mais aussi pour des raisons, on va dire, plus du type de l'organisation citoyenne, de valeurs organisationnelles, le meilleur intérêt de long terme de ces bénéficiaires, c'est pas uniquement la retraite, la pension qui va être délivrée, mais aussi que le bénéficiaire profite de sa retraite dans un environnement qui est encore autant que possible soutenable. Donc, d'où la volonté aussi de se préoccuper des impacts de ces investissements sur l'environnement social et la société en général. Donc, du coup, l'Ircantec a cette démarche d'investissement responsable, et de fait, le climat fait partie des sujets dans lesquels il s'est engagé. Et donc, il s'est engagé en signant les accords de Paris. Maintenant, pour que l'Ircantec puisse tenir ses engagements, ça a été évoqué par Laurent, tout dépend des entreprises dans lesquelles nous investissons, que tout dépend du comportement des entreprises. On a besoin que les entreprises s'engagent, on a besoin que ces engagements soient crédibles, et on a besoin de savoir ce qu'elles font. On a 2 leviers en fait d'action à travers nos investissements et à travers ce qu'on appelle l'engagement. Donc, dans les investissements, l'Ircantec n'a pas choisi d'ores et déjà d'avoir un portefeuille neutre en carbone. C'est-à-dire qu'il aurait pu dire, moi, je n'investis que dans les entreprises qui, aujourd'hui,
ne contribue pas au réchauffement climatique. Voilà, je me concentre sur les énergies renouvelables. Voilà, c'est une position qui aurait été possible, quitte à réduire significativement son la diversification de ce portefeuille, mais c'est pas le choix qu'a fait le régime. Les administrateurs ont souhaité réellement faire partie de vraiment accompagner la transition vers cette économie bas carbone et plutôt avoir une démarche d'aligner ces portefeuilles vers 2 degrés. Et donc, de fait, dans le portefeuille, on va avoir des entreprises effectivement innovantes en termes de transition, mais on va aussi avoir des entreprises qui, en date d'aujourd'hui, ne sont pas, entre guillemets, ne sont pas dans les clous. D'où toute l'importance du deuxième levier engagement, qui consiste à dialoguer avec les entreprises pour les amener à améliorer leur performance climat. Et donc, pour répondre à votre question, est-ce que tous les engagements se valent-ils? Qu'est-ce qu'on demande aux entreprises? Je vais prendre l'exemple de l'initiative Climate Action 100+, donc qui est actuellement la plus grande initiative qui réunit les investisseurs dans le monde entier et qui dialogue avec les plus grosses entreprises émettrices de gaz à effet de serre, les 167 plus grosses émettrices de gaz à effet de serre, pour les amener justement à modifier leurs pratiques. À travers cette initiative, la première chose qu'on demande, il y a un focus sur la gouvernance, qui donne vraiment tout son sens du coup à ce type à chapter 0 et à ce type de webinaire. L'idée est de dire que le principe est de dire que le climat est un sujet stratégique et donc il doit être traité au bon niveau au sein de l'entreprise, et le bon niveau pour la stratégie, c'est au niveau du board. Donc on veut s'assurer que les administrateurs effectivement se saisissent des sujets climatiques, qu'il y a un comité au sein du conseil qui va traiter de ces questions, que les administrateurs ont les compétences, sont formés pour pouvoir comprendre, même si effectivement des sujets extrêmement complexes, mais qui sont en capacité de s'en saisir. Les questions de rémunération qui a été évoquées par Laurent, effectivement, qui a un incitatif pour les hauts dirigeants d'aligner leur rémunération aux performances et au climat. Donc ça, c'est vraiment le premier volet, le volet gouvernance. Ensuite, on veut savoir ce que font les entreprises, donc il y a un volet reporting qui est important, et donc on demande aux entreprises, donc dans ce reporting, de mettre en évidence leur stratégie climatique, les ambitions de réduction, etc. Et on souhaite que ce reporting soit autant que possible conforme aux recommandations de la TCFD. Et le troisième point, donc en termes de demande effective liée au climat, entre la neutralité carbone d'ici à 2050 ou l'alignement à une température 2 degrés ou 1,5, on n'a pas tranché. On demande les deux. En fait, on demande les deux, et pour ça reprend tous les arguments qui ont été évoqués par mes prédécesseurs, c'est qu'il y a effectivement un certain nombre de critiques autour de la neutralité carbone, mais pour autant, effectivement, un concept qui est parlant, qui est mobilisateur, mais la concept de température aussi est assez parlant. Voilà, c'est que c'est quand même quelque chose, alors qu'on parle de sujets très complexes, quand on dit 1 plus 1,5 degrés plus 2 degrés, voilà, les gens, je pense que c'est quelque chose qu'on arrive à appréhender. Donc, on demande les deux. Et par contre, en dessous, et c'est là, et toute l'importance, c'est là qu'on vérifie, l'idée de vérifier la crédibilité de l'engagement, c'est qu'on va demander la fixation d'objectifs de réduction de gaz à effet de serre à court, moyen et long terme, qui sont validés de manière scientifique par SBTI qui a été déjà évoqué. Et on va demander à l'entreprise d'avoir une trajectoire de CAPEX qui va être cohérente avec les objectifs qui sont affichés. Donc, en synthèse, à la fois, en tant qu'investisseur, on souhaite que les entreprises utilisent des cadres de référence, donc des éléments scientifiques, donc SBTI, TCFD. Et l'idée, c'est pas de figer les choses, parce qu'on a bien conscience qu'on est sur des sujets complexes et qui sont très évolutifs, mais on a besoin de ces cadres de référence parce que c'est des sujets complexes pour nous aussi, et que ça nous permet de s'assurer de la crédibilité ou du sérieux des engagements pris. Donc, on a besoin de ces cadres de référence. Et ensuite, on ne tranche pas entre les deux demandes. L'idée étant bien derrière d'avoir cette opérationnalisation et d'avoir ce sérieux dans l'opérationnalisation. Ok. Mais merci beaucoup, Laetitia. Je crois qu'on a fait un tour complet et à la fois général, mais quand même très très précis de tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui devrait se passer. Donc, je vous propose d'ouvrir la séance aux questions. J'ai déjà 2 questions reçues sur le chat. Alors, l'une d'entre elles nous ramène directement au cœur du sujet, donc je vais un peu modifier l'ordre des facteurs. Je vais poser la question à Emmanuel, parce qu'il y a une question très précise sur l'action Saint-Gobain, l'action de Saint-Gobain dans le net zéro. Quel était le rôle des administrateurs
pour ce sujet? Quels ont été les points de blocage éventuels, les arguments qui ont fait mouche pour les convaincre d'aller sur l'engagement à la neutralité, si besoin était de les convaincre? Comment ça s'est passé vos relations avec cet éminent corps de votre gouvernance? Alors, je vais rebondir sur ce qu'a dit Laetitia. Je t'en prie. Parce que c'est bien comme ça que ça s'est fait. C'est-à-dire, d'abord, je crois que les administrateurs ont voulu comprendre le sujet et ils ont souhaité comprendre assez tôt, avant que l'on s'engage sur la neutralité carbone. Ce qui nous a conduit dès 2018 à organiser une fois par an une séance de formation ou d'information avec des experts extérieurs au sujet d'un certain nombre d'enjeux sur le développement durable. Et la première de ces séances de 2018, c'était les enjeux du changement climatique. Donc pendant tout un après-midi, avec des experts de grande qualité, les administrateurs ont eu un dialogue pour essayer de mieux comprendre le sujet. On a renouvelé une thématique autour du changement climatique en 2020. On a abordé aussi l'économie circulaire et la biodiversité ces dernières années. Donc d'abord une volonté de comprendre. On a perdu Emmanuel. Donc je vais aller sur on le revoit. Non. Bon, on va passer peut-être à une autre question dans ce cas-là. Alors ouais. Allô? Te revoilà. Allô? Vas-y. On t'a perdu après une. Oui. Comprendre. Donc premier élément, comprendre. Deuxième élément, c'est pas tant l'engagement net zéro carbone qui a été le sujet. C'est plutôt d'arriver à finalement comprendre quelle est la feuille de route pour y aller. Et donc, quels sont les leviers sur lesquels on peut agir, quels sont les engagements de court, de moyen terme que l'on peut prendre, et quels sont les moyens qu'on se donne pour y arriver. Le dialogue avec le Conseil a eu lieu autour de la feuille de route. Et typiquement, quels objectifs à horizon 2030, objectifs validés par la Science Based Target Initiative, qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les leviers sur lesquels on peut agir? Donc, une discussion très très concrète. Qu'est-ce que ça veut dire au-delà de 2030? Quels sont les moyens que l'on met en CAPEX, que l'on met en R&D? Et donc c'est ce dialogue qui a eu lieu au niveau du Conseil, ou qui a eu lieu au niveau d'un comité spécialisé du Conseil qui est en charge de la RSE, au cours de nombreuses séances qui ont eu lieu entre 2019 et novembre 2020, où on a rendu public notre feuille de route vers la neutralité carbone. Okay. Donc un dialogue très riche, et le Conseil a contribué à enrichir les options que l'on a prises dans le développement de cette feuille de route. Ok, merci beaucoup Emmanuel. Donc je vais revenir à une autre question, cette fois-ci, qui est alors plus sur le marché financier et les portefeuilles. Il y a une question sur comment pouvez-vous faire un reporting au niveau d'un portefeuille sur les alignements avec la neutralité du portefeuille, si les sociétés dans lesquelles ils investissent ne font pas vraiment de reporting encore homogène ou compréhensible par tous. Est-ce que quelqu'un, Laetitia peut-être, ou Laurent, veut je sais que c'était un des points que tu voulais aborder, Laurent. Donc, et Laetitia peut-être a quelque chose à dire d'abord. Laetitia et ensuite Laurent. Oui, effectivement, c'est une obligation réglementaire depuis, j'ai plus de quand date l'article 173. Ça fait, je pense, au moins 3 ans, je crois, qu'on a pour obligation effectivement de rendre compte sur la façon dont on se saisit des sujets climatiques à travers nos investissements climatiques et plus largement ESG. Donc c'est un exercice qu'on fait de manière imparfaite, de fait effectivement du fait de la limitation des données disponibles. Donc on passe par un prestataire externe qui collecte l'ensemble de nos portefeuilles et qui utilise des méthodologies pour faire ce reporting. Alors pour certains éléments, donc c'est basé sur, on va dire, des données disponibles. Pour d'autres éléments, c'est de la modélisation. Et on n'est effectivement pas sur une couverture intégrale du portefeuille. Là, sur le dernier reporting, on est en capacité de couvrir
la grande majorité des portefeuilles actions et actions entreprises, actions et obligations. C'est un peu plus compliqué sur tout ce qui est non coté. Mais donc en synthèse, Oui. on a cette obligation de reporter, on le fait, et il y a une partie de données réelles, une partie de modélisation, et c'est vraiment un processus qu'on améliore avec le temps. Ok. Alors, si je peux rebondir là-dessus, le S'il te CDP, plaît, c'est une plateforme, c'est la principale plateforme de reporting environnemental au monde. Nous avons près 55% de la capitalisation boursière qui rapporte. Et c'est essentiellement plutôt des grosses entreprises. Donc effectivement, quand on parle de private equity, il n'y a pas d'information, c'est un problème de data. Donc il y a souvent des modélisations qui sont faites. La modélisation, eh bien c'est de la modélisation. Hein, ça vient pas de ce que l'entreprise se commit de faire. Mais ça peut être une limite. Et l'autre chose qui est importante, je voulais rebondir aussi là-dessus, les institutions financières ont un pouvoir phénoménal. Je pense que pour réaliser la net zero économie, d'ailleurs, dont je voulais dire quelque chose, on a la Science Based Target Initiative a lancé un travail de réflexion sur la net zero économie, dont les résultats vont être rendus fin d'année, début 2022. Et en 2022, l'initiative SBT va être capable d'approuver des entreprises net zéro. Aujourd'hui, ce qu'elle est capable de faire au maximum, c'est d'approuver des entreprises 1,5 degrés. Et là, maintenant, elle sera capable d'approuver des entreprises net zéro. Donc, les institutions financières finançant l'économie ont un pouvoir phénoménal sur la réalisation de la net zéro économie, au même titre que la supply chain. Je pense qu'il y a deux facteurs fondamentaux qui seront cruciaux pour réaliser la net zéro économie. C'est la manière dont les investisseurs investissent et prêtent, sans dire de le traiter. Ça, c'est une responsabilité phénoménale. Et l'autre manière, c'est pour une entreprise, par exemple comme Saint-Gobain, d'entraîner avec elle toute sa supply chain dans les objectifs 1,5. Ouais. Donc, et tu inclus les partenaires financiers dans la supply chain dans ce cas-là, clairement. Ce que tu dis, c'est que les entreprises ont, comme elles ont le droit de choisir leurs actionnaires, comme avait dit une fois l'ex-président d'Unilever, l'entreprise a aussi le droit de choisir ses banquiers. Oui, absolument. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup plus d'argent qui veut être 1,5 que de réalité économique. Donc c'est pour ça qu'il faut faire augmenter, notamment la SBT. On en a parlé, hein, ça devient une référence. Il faut que ça explose. Il faut qu'il y ait 10 000 sociétés approuvées SBT, 20 000 sociétés. Le marché n'est juste pas là pour le faire. Donc il faut vraiment beaucoup plus d'accélération de transformation. Ok, merci Laurent. Benoît, tu voulais réagir, et si tu peux aussi reprendre le petit bout de question que je t'avais posé au début en disant est-ce que l'État, comme partenaire, fait vraiment son travail en ce moment, ou est-il encore un peu sur la réserve? Ouais, alors ça marche. Alors du coup, je vais faire un petit peu de pub pro domo, parce que pour répondre à la question que Laetitia et Laurent ont commencé à aborder sur finalement les nouvelles exigences de reporting climat des institutions financières, on organise aujourd'hui à 14h un webinaire qui s'appelle justement comprendre les nouvelles exigences de reporting climat des institutions financières. Et en fait, la raison pour laquelle on l'organise, c'est que l'article 173 qu'a mentionné Laetitia a donc été revu le mois dernier. Enfin, il y a l'article 29 maintenant de la loi énergie-climat qui reprend finalement la philosophie de l'article 173, et le décret d'application de cet article 29 a été publié le mois dernier. Il se trouve qu'on a pas mal aidé le Trésor et le CGDD à réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans ce décret, et donc on a formulé un certain nombre de propositions pour des critères minimums de qualité pour le reporting climat, notamment sur les exigences autour de l'analyse de l'alignement des portefeuilles avec les objectifs de l'accord de Paris, la contribution des institutions financières à ces objectifs. En fait, on demande aux institutions financières de contribuer sans préciser ce que ça veut dire, et puis l'analyse du risque physique et de transition des portefeuilles. Donc je mets dans le chat, si j'arrive à être multitâche, pouf. Si les participants n'ont rien à faire à 14h, ils peuvent raccrocher de ce webinaire, aller prendre un sandwich et s'enfiler un deuxième webinaire. Allez, boum. Ensuite, pour répondre à c'était pas téléguidé. Absolument pas. C'était vu avec Laetitia, on s'était entendu. Hein. Ouais. Plus sérieusement, et pour répondre à ta question sur est-ce que l'État fait le job, en gros, alors jusqu'à présent, je vais être très cash, hein, parce que je fais également partie du Haut Conseil pour le climat. Voilà, on peut dire que jusqu'à présent, l'État faisait pas vraiment le job. On a des raisons de penser que l'État va commencer à faire le job. Alors pourquoi? Et là, je vais rebondir sur un gros mot qui a été prononcé plusieurs fois, le mot de gouvernance. En fait, pour moi, tant que la gouvernance est pas bien mise, on peut mettre toute la pression qu'on veut. Enfin, tant que les tuyaux sont pas bien branchés, si on met la pression à l'autre bout du tuyau, tout ce qu'on a, c'est de l'eau dans les godasses. Donc ça marche pas. Il faut d'abord bien brancher les tuyaux et ensuite mettre la pression. Et les tuyaux au niveau français, au niveau de l'État français,
avec son engagement de neutralité carbone, était pour l'instant pas très bien branché. C'est-à-dire vous avez un engagement en neutralité carbone au niveau national et puis un machin qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone, qui est un peu la stratégie pour déployer une trajectoire qui nous amène vers la neutralité carbone. Oui. Et ça existe. C'est un machin écrit par le ministère de la Transition écologique, qui est donc bien connu des gens du ministère de la Transition écologique. Est-ce que c'est bien connu par les autres personnes qui comptent un peu au hasard, Bruno Le Maire, etc. Jusqu'à présent, je peux dire pas vraiment. Et en fait, ça a changé récemment, puisque cette année, le Premier ministre a pour la première fois envoyé à tous les ministres concernés une lettre de cadrage climat avec les budgets carbone et les orientations de la SNBC qui les concernent, et les ministres sont censés répondre à cette lettre de cadrage climat, un peu comme une lettre de cadrage budgétaire, avec un plan d'action climat, et qui explique en gros comment ils vont contribuer à la mise en œuvre de la stratégie nationale bas carbone, et donc de l'accord de Paris, au regard de leur ministère. Et le déploiement de ces feuilles de route climat est revu chaque année, normalement, au Conseil de défense écologique. Pour ceux que ça intéresse, il y a 3 plans d'action climat qui ont été publiés. Celui de Julien Denormandie a été publié hier ou avant-hier, je sais pas. Celui de Barbara Pompili a été publié fin avril et celui de Bruno Le Maire également. Je ne saurais que trop vous encourager à lire au moins celui de Bruno Le Maire et puis à garder en tête ce qui est marqué en tête du document de Bruno Le Maire. C'est un document préliminaire, sa vocation à être enrichie, etc. Et puis il y a une espèce de cercle vertueux, on va dire. Stratégie nationale bas carbone, lettre de cadrage, plan d'action et puis refonte de la stratégie nationale bas carbone. Donc là, on rentre dans un processus que je qualifierais d'intéressant au regard de la gouvernance. Oui. Tous ces documents sont publics, donc allez les voir et puis ça vous donnera peut-être aussi une petite idée de ce que les pouvoirs publics ont en tête pour que ça commence un petit peu à mordre. Ça aura peut-être, on l'espère, des implications sur les activités des entreprises. Si j'étais administrateur, c'est le genre de littérature que je lirais un petit peu pour comprendre un peu l'environnement futur d'une entreprise basée en France, par exemple. Oui. Absolument. Mais merci beaucoup parce que ça permet il nous reste encore quelques minutes. On peut faire un tour de table avant de partir sur la conclusion et de vous redonner la parole pour votre message final. Il y a un des sujets parmi 10 qu'on aurait aimé aborder aujourd'hui, mais qui est lié à ce que tu viens d'aborder, Benoît, qui est la déclaration d'engagement public, la réputation, la responsabilité des administrateurs autour de ce que l'entreprise déclare. Parce qu'on a tous parlé des difficultés de mesure, on a tous parlé de l'intérêt de mobiliser les énergies internes avec des déclarations quelquefois un petit peu agressives ou pas encore tout à fait, comme l'a dit gentiment Emmanuel, pas encore tout à fait cadrées. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour la responsabilité des administrateurs et qu'est-ce que ça veut dire pour la responsabilité des entreprises? Est-ce que Laetitia ou Benoît ou Laurent ou Emmanuel veulent répondre à cette question? Parce que c'est quand même central pour Chapter Zero. Si je peux répondre rapidement, je pense qu'il faut que dans chaque board, tu peux répondre et forcément rapidement de toute façon. Voilà, dans chaque board, il faut qu'il y ait un référent changement climatique, mais pas que, parce qu'il faut aussi un référent social, ce qu'on appelle ESG. On tourne beaucoup autour du changement climatique, mais il va y avoir des implications sociales. On ne peut pas régler le changement climatique et en même temps laisser tomber le reste. Il faut tout régler. Donc, il faut qu'il y ait un référent parce que, comme on l'a dit, quand c'est complètement dans les gènes en haut, ça se diffuse plus rapidement et en plus, il faut mettre des incentives qui soient liés à la mitigation des objectifs. La atténuation. Merci. Oui, je vois ce que tu veux dire. Merci. Laetitia? Alors, sur la responsabilité des membres du board, j'ai envie de dire, j'ai un vrai point d'interrogation. Si on parle de responsabilité juridique, jusqu'où est-ce qu'en tant que, voilà, je saurais pas répondre à cette question mais je pense, mais par contre, on voit effectivement un certain nombre d'engagements. Je sais pas si je vais le citer. Il y a eu l'engagement notamment de Total cette année avec le plan climat qui a été soumis au vote des actionnaires, qui a soulevé énormément de discussions, y compris entre investisseurs. On avait des positions très très différentes, très divergentes, parce qu'on pourrait considérer ce plan comme étant un pas positif, un pas dans la bonne direction, et donc de dire on va l'encourager et puis et voter pour ce plan, ou on peut creuser et regarder effectivement le contenu du plan, et là on voit que le contenu n'y est pas, mais vraiment pas, on est très très loin de ce qui est des attendus, ne serait-ce que justement par rapport à la neutralité carbone chez Total, c'est une ambition et pas un engagement.
Et ensuite, sur les quelques cibles qui ont été proposées, on est très en dessous de ce qui peut être demandé. Et la difficulté qu'on a eue typiquement avec le plan Total, c'est que ça a été un peu, si vous me permettez l'expression, un peu considéré comme étant une demande one shot. C'est-à-dire que là, on a ce plan qui est soumis au vote des actionnaires, mais il n'y a pas de clause de revoyure, il n'y a pas de, contrairement à ce qu'a fait Shell par exemple, où il y avait aussi des insuffisances dans le plan climat de Shell, mais Shell s'engageait à revenir régulièrement auprès des investisseurs pour représenter le plan et que les investisseurs puissent se prononcer. Donc la difficulté qu'on a eue avec Total, c'est de se dire si on vote on vote de manière positive pour indiquer que l'entreprise va dans une bonne, c'est déjà entre guillemets, c'est déjà mieux que rien. Ça peut être aussi compris comme étant un blanc-seing qu'on donne à l'entreprise, puisqu'il n'y a pas de possibilité de revenir derrière. Donc là, ça pose une question aussi de réputation, mais aussi pour l'investisseur. C'est-à-dire l'investisseur qui prend des engagements forts vis-à-vis des accords de Paris, et puis qui développe une stratégie climat. Si ensuite il vote en faveur de plans qui sont dans toutes les analyses considérées comme étant en dessous de la demande, qu'est-ce que ça dit de la crédibilité de l'engagement de l'investisseur? Et ça répond aussi à la critique que quelquefois fait à ces déclarations, qui est de dire tout ça, c'est quand même une idée pour que le business as usual continue tranquillement tant qu'on n'a pas atteint des objectifs en 2050. La position, je me suis engagé en 2050, revenez me voir en 2049, tout va bien jusque-là. Donc, je pense que c'est quand même très important cette position que vous venez d'externaliser, de demander que le marché financier joue son rôle en demandant des objectifs intermédiaires et la clarté de ces objectifs intermédiaires. Absolument. Moi, si je peux réagir, je t'en prie. Je sais pas bien sur la responsabilité des administrateurs, mais la prise de conscience que l'environnement est en train de changer et que ça a des impacts sur beaucoup de nos parties prenantes, les investisseurs en étant les personnes qui travaillent chez nous, les futures personnes qui vont travailler chez nous, nos clients, etc. C'est-à-dire à la fin, moi je sais pas ce que doit être un bon plan climat, mais ça, dans tous les cas, c'est un plan climat qui doit être ambitieux et en allure très très vite, parce que l'environnement autour de nous est en train d'évoluer très vite. Donc à la fin, le juge de paix, ça sera la capacité d'une entreprise à continuer à attirer des investisseurs, la capacité d'une entreprise à continuer à attirer des talents et la capacité d'une entreprise à continuer à servir ses marchés. Et ça, on sent une accélération très très forte de beaucoup de ces parties prenantes ces dernières années. Voilà. Merci Emmanuel. Ça, c'est une très bonne transition vers la conclusion, parce que tu as remis au centre le dialogue avec les parties prenantes et qui est la responsabilité, à mon avis, centrale du conseil d'administration, en tout cas de garantir qu'elle existe. Mais alors donc, je vais vous redonner la parole à chacun dans l'ordre d'arrivée et pour 1 minute, et nous passer le message après tous ces débats que j'espère vous avez appréciés. Quel est le message que vous voulez que les gens gardent en tête avant d'aller manger un sandwich et revenir pour un autre webinaire? Benoît. Allez, je me lance parce que mais en écoutant là ce qui vient d'être dit, bon, pour moi il y a un point important, c'est on a parlé de gouvernance, on a parlé d'investissement, etc. C'est très bien. À la fin, il faut quand même changer l'économie réelle. C'est-à-dire, moi, il y a une façon très simple de décarboner, c'est de vendre des actifs. Voilà, boum, vous passez le grisby à quelqu'un d'autre et hop, vous êtes clean, vous avez les mains vertes. En fait, à la fin, et c'est peut-être une responsabilité, alors je sais pas au sens juridique, etc., mais finalement, notre responsabilité à tous, en tant qu'administrateur, c'est de décarboner l'économie réelle. Donc moi, si j'étais administrateur dans une boîte, je regarderais un truc très bête, je regarderais les CAPEX. Où sont les CAPEX de l'entreprise? Des CAPEX qui sont sur du fossile, aujourd'hui en 2021, sur des actifs qui ont des durées de vie de plus de 30 ans, j'aurais tendance à dire, expliquez-moi là, comment c'est compatible avec un monde neutre en carbone. Voilà, enfin tu vois, c'est un peu le genre de question que je regarderais. Voilà. C'est une très bonne question. Et sans rentrer dans la responsabilité des administrateurs, ça peut être caractérisé comme négligence assez facilement. Donc voilà. Suivant, alors là je ne me trompe pas comme je l'ai fait au début, Laurent. Laurent, donc moi je pense, je voudrais dire 2 choses. Je pense que les entreprises qui sont leaders sur ce chemin de la net zéro économie ou du monde à 1,5, c'est pas exactement pareil, auront finalement beaucoup plus facilement accès au capital quel qu'il soit, et donc un coût du capital qui va baisser versus les autres entreprises. Ça, c'est le premier point. Pour un administrateur, c'est fondamental.
Deuxième point, on a oublié quelque chose de parler du prix du carbone, mais on ne fera pas la net zéro économie si à un moment donné, de façon étatique, il n'y a pas des lois qui imposent un prix du carbone qui peut être géographique, qui peut être sectoriel ou autre, mais un prix du carbone. Et ça, le marché en a besoin pour calculer les actifs à la bourse. Quand vous faites le discounted cash flow model, vous avez besoin d'avoir le vrai coût des externalités. Et ça diminuera probablement l'écart entre le prix d'une action aujourd'hui et la valeur d'une entreprise, puisqu'on sait très bien que le prix des actions est nettement supérieur à la valeur des entreprises aujourd'hui, ce qui crée des bulles. Et ça participera à la régulation du marché, mais il faut donner un vrai coût, un vrai prix, pas à 20 €, plutôt 150, 200 à voir, au carbone, à l'eau, à la forêt, à toutes les parties de la nature dont nous avons besoin pour produire. Ça, c'est fondamental. Merci Laurent. Et en attendant, il y a des tas de mécanismes de shadow price qui permettent d'en tenir compte, même si elle n'est pas encore monétisée d'une façon très correcte. Je suis sûr que Laetitia peut en parler après. Je donne la parole à Emmanuel aussi pour sa conclusion. Non, moi, ce que je voudrais dire, c'est que l'engagement, c'est une chose. Le comment on met en œuvre, c'est autre chose. Une entreprise comme Saint-Gobain, c'est 180 000 employés dans 70 pays, plus de 1000 usines. Voilà comment on arrive à bouger ce paquebot dans une direction qui fasse que partout là où chacun a son rôle à jouer, les actions sont identifiées, les décisions soient prises, et ça passe par une boîte à outils qui est extrêmement large. L'engagement du conseil et du président de l'entreprise, c'est une condition nécessaire. C'est loin d'être une condition suffisante. Ouais. Il faut former, il y a les incentives, il y a les prix du carbone interne, il y a les moyens financiers qui sont mis en avant. Il y a beaucoup de travail pour aligner l'ensemble d'une organisation vers cet objectif. Merci Emmanuel. Laetitia? Oui, alors peut-être moi mes deux messages clés, il y a un qui porterait sur l'accompagnement et le deuxième sur l'implication. C'est-à-dire que on a tous bien conscience du coup des enjeux climatiques. Après, comme on l'a dit à plusieurs reprises, la question sera ensuite dans la mise en œuvre, ce que vient de reprendre Emmanuel, comment on fait. Nous, en tant qu'investisseurs, je l'ai dit tout à l'heure, ça reste des sujets très compliqués et on s'efforce de se faire accompagner. On travaille avec des prestataires, on travaille aussi entre nous à travers Climate Action 100 plus les PRI ou d'autres. Maintenant, mon interrogation, c'est côté entreprise, notamment au niveau des boards, de quel type d'accompagnement ils disposent pour pouvoir réellement monter en compétence sur ces sujets. Et sur l'implication, il y a ce besoin de discuter, d'avoir des échanges réguliers entre les différentes parties prenantes, notamment investisseurs et l'entreprise. Dans les engagements qu'on a, on s'efforce on souhaite avoir des membres du board dans les discussions. Généralement, c'est plutôt l'exécutif, ou après, ça peut être le président du conseil, mais quand le président du conseil est aussi directeur général. C'est un peu souvent comme ça que ça se passe. Et donc, moi, mon interrogation, c'est dans quelle mesure est-ce que les autres membres du board sont réellement informés des discussions qui sont tenues toute l'année, en dehors de la fenêtre de l'Assemblée générale, avec qui, à travers les questions écrites et les questions posées en Assemblée, en dehors de cette fenêtre spécifique, est-ce que réellement les membres du board font partie de la discussion et sont au fait de ces échanges qu'il peut y avoir avec les actionnaires? Merci Laetitia. Écoutez, on arrive exactement à la fin et donc j'ai encore 1 minute pour moi conclure. Je vous remercie énormément de votre participation, de votre dynamisme et de l'objectivité de vos apports directement sur des questions encore vraiment compliquées. Je suis content d'avoir commencé ce cycle. Chez Earth on Board, on a une vision assez claire là-dessus aussi sur le fait que de toute façon, la responsabilité du board première, c'est de veiller aux intérêts de l'entreprise, et tout ce qu'on s'est dit là sur sa pérennité, sur le dialogue avec les parties prenantes, sur la gestion du conflit entre parties prenantes qu'on n'aborde jamais, parce qu'on dit qu'il faut parler avec les parties prenantes en oubliant qu'il faut bien, pour parler avec les parties prenantes, revenant à la gouvernance de Benoît, il faut bien qu'à un moment, il y a un endroit où les conflits s'arbitrent. Et très souvent, tout ça, le net zéro, c'est
c'est pas un long chemin tranquille. Il y a plein d'arbitrages à faire qui vont affecter des intérêts contradictoires des parties prenantes. Et cette énergie-là, elle doit être canalisée et arbitrée au niveau du board. Donc nous, à Earth Board, on recommande ça. D'abord, revoir votre raison d'être et vérifier si elle est bien compatible avec un monde net zéro, parce que quelquefois on oublie aussi qu'il va falloir qu'on soit compatible avec ce monde-là. Revoir les parties prenantes et leur dialogue et d'avoir l'arbitrage des conflits, le portefeuille. Et je pense que en revenant à la responsabilité des administrateurs et sans entrer dans la responsabilité juridique, la réputation est l'actif probablement que les boards doivent défendre en premier. Et cette réputation-là, de toute façon, elle se défend pas forcément devant les cours. Elle se défend aussi devant les réseaux sociaux, par exemple. Et ça, le board, la question que vous avez posée, Laetitia, me paraît centrale. Le board doit prendre ses responsabilités et doit commencer à aller chercher aussi l'information en dehors des périodes de board ou des périodes d'assemblée générale. Donc voilà, et peut-être la plus importante et la plus sensible, la discussion qu'on n'a pas eu le temps d'avoir sur la compensation et les offsets et tous ces problèmes de réputation. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous. J'espère que vous avez aimé notre conversation. Monica, est-ce que tu veux conclure ou est-ce que simplement on demande aux gens de devenir membres de Chapter Zero France? Et puis, à toi la parole. Sinon, eh bien, bon appétit à tous. Merci Philippe, merci tous pour ce dialogue. Je suis frustrée parce que il y a plein de questions intéressantes, notamment une de Yeda qui brûle dans ma gorge, mais on n'a pas eu le temps d'auto-traiter. Merci à tous pour ces inputs et on continue notre dialogue et rejoignez-nous pour continuer le chemin ensemble. Merci. Merci pour l'invitation. Merci à bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.